10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un jour spécial parce que demain, c'est l'Euro, demi-finale, il reste 3 matchs. C'est aussi un jour spécial les amis parce que oui, on a franchi hier soir la fameuse barre du million d'abonnés. Merci beaucoup les gars, incroyable. Je vais dire une lune que j'aurais jamais pensé décrocher. Quand j'ai commencé il y a 7 ans déjà, et 1200 et quelques vidéos plus tard, on est là, donc incroyable, trop content, trop reconnaissant, j'ai pu fêter ça bien hier soir, on a vu ça en direct avec ma copine, on suivait le compteur d'abonnés, et ouais, c'était une journée sans vidéo pour la première fois depuis un moment, mais très content de cet arc Euro 2024 qui nous porte depuis avril, et qui a tellement porté la chaîne et ce compteur d'abonnés. C'est une réalisation, une fierté, c'est sûr. Mais aussi, je me suis rendu compte en l'atteignant, beaucoup moins important pour moi que le process, que le simple fait de là se lever et de me dire ah yes, je vais faire cette vidéo sur France-Espagne, je vais pouvoir me plonger dans ce match, penser qu'à ma passion, le foot, essayer de trouver les petits morceaux d'analyse pertinents, intéressants. Bon, ça, c'est ce qui fait kiffer. C'est vraiment le quotidien, la routine, ce qui me rend le plus heureux. Donc voilà, merci les gars, merci beaucoup. Et peut-être j'en ferai une vidéo un petit peu plus, peut-être une FAQ dans les prochains jours ou quoi, peut-être à mon retour de vacances. Parce que c'est pas fini, parce que ouais, les choses sérieuses même commencent. Il nous reste une semaine avant de partir au soleil. Et il nous reste notamment cette Espagne-France à Munich, à l'Allianz Arena, mardi soir 21h, qui arrive ouais, très vite. C'est bientôt, et pour une place en finale de l'Euro. Des mots qui font bien kiffer, on va pas se mentir, ça va être compliqué, mais on y est, comme dirait Didier, on y est les gars. On est dans le vrai, on est dans le dur, et ça va être sacrément dur. D'ailleurs, à 2,75 l'Espagne pour la victoire en 90 minutes, et nous à 3,10, c'est la première fois de cet Euro qu'on n'est pas favori d'un match, et je vais dire c'est la première fois pour l'équipe de France depuis un moment. Je sais pas à quand ça remonte, parce que je pense que même la finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, je pense qu'on était légèrement favori. Peut-être le quart contre l'Angleterre, et encore, je pense là aussi on était légèrement favori. Donc peut-être que ça remonte à de la Nations League, ou sinon les gars, ça doit être peut-être Coupe du Monde 2018, un gros match. Je sais pas, ça fait très longtemps que la France n'a pas été favorite d'une rencontre, au moins d'une rencontre de grand tournoi. Et pour la qualif, c'est effectivement le cas. On voit l'Espagne qui est ici à 1,80 et nous à 2,05. D'ailleurs, les vainqueurs, si on regarde avec Pays-Bas-Angleterre, il ne reste plus que 4 nations. Donc, l'Espagne est favorite pour la victoire finale à 2,90. Elle est passée légèrement devant l'Angleterre à 3,75. La même cote pour l'équipe de France. Et les Pays-Bas à 6. Demain, on fera une vidéo aussi sur ces matchs-là. Mais ces cotes, bien sûr, vous savez que vous les retrouvez sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire. Vous avez accès, avec le lien en description, à la meilleure offre de bienvenue de France. L'offre spéciale Winamax Willou, qu'on a monté ensemble, qui est toujours en lice sur 7 €. Votre premier dépôt, après avoir cliqué sur le lien, votre premier dépôt est immédiatement doublé en pari gratuit, et vous recevez aussi 10 € supplémentaires immédiatement en cash. Donc si vous faites le minimum qui est 15 €, ça devient 15 x 2, 30, plus 10 encore, 40 € avec lesquels vous pouvez désormais parier. Alors cette offre, en cliquant sur le lien, vous la débloquez, et vous me rémunérez aussi, je touche une commission pour chaque inscrit avec ce lien, ça aide beaucoup la chaîne comme vous le savez. Merci de votre aide tout au long de cet euro. Mais c'est aussi bien sûr interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs. Faites attention à vous, évidemment, comme vous le savez avec les paris sportifs. Ok, on est parti donc sur cette Espagne-France, et parlons d'abord de nos amis en rouge. Parce que ce match c'est vraiment le feu contre la glace, c'est un beau symbole que ce soit rouge contre bleu. C'est vraiment le feu contre la glace et cette Espagne est bel et bien le feu. C'est la meilleure attaque de l'Euro. Je pense qu'on a les chiffres ici. Avec 2,2 buts par match, ça fait donc 11 au total à égalité avec l'Allemagne. Mais personne n'en a marqué plus. C'est aussi la meilleure production de l'Euro en XG, 10,3. Personne n'est au-dessus. C'est le plus de tirs cadrés par match, 7,2. Le plus de grandes occasions au total, 21 générées. Ouais, cette Espagne qui est toujours aussi fine techniquement
est devenue beaucoup plus verticale et tranchante qu'avant. C'est un truc qu'on a montré tout au long de nos analyses sur ce tournoi. Systématiquement, la recherche de passes verticales, pas de contrôle excessif et pas de maîtrise du tempo excessive. Là, Rodri touché entre les lignes et immédiatement, s'il y a un intervalle ouvert où tu peux lancer tes petits ailiers, Nico Williams, Lamine Yamal, il faut le faire immédiatement. C'est ce que cette Espagne fait. Et ces deux gars-là, ces deux petits jeunes, sont en train de faire des tournois spectaculaires. Fabien Ruiz aussi, entre les lignes, en projection, dans le dernier tiers, où il a déjà 2 buts. Finalement, il est qu'à une unité d'être le co-meilleur buteur de l'Euro. Et il est en lice, honnêtement, avec son tournoi pour être MVP de la compétition, si l'Espagne va au bout. Fabien Ruiz est en train de faire un Euro exceptionnel. Rodri, bien sûr, c'est Rodri. On peut déjà dire ça. Et même si un Pedri, par exemple, est blessé, forfait pour notre match, Dani Olmo a très bien pris le relais, notamment contre l'Allemagne. Avec un but, avec une passe D, lui aussi, il est à 2 buts. C'est le co-meilleur buteur de l'Espagne en compagnie de Fabien Ruiz. Donc ouais, ils sont très chauds. Et puis bien sûr, cette Espagne, c'est la qualité verticale, c'est la qualité technique collective, mais c'est aussi, sans ballon, la pression haut, la pression forte qu'ils sont capables d'imprimer sur leur adversaire. Je crois que est-ce que j'ai une image supplémentaire ici? J'ai cette image, et j'ai aussi les chiffres où, sur le nombre de possessions remportées dans le dernier tiers, l'Espagne est ici à 8,2 par match. Deuxième, c'est l'Autriche de Ralf Rangnick qui est à 6. Il y a un fossé énorme entre l'Espagne et les autres. Et à titre de comparaison, la France, on est là en 16e position avec 3 possessions remportées dans le dernier tiers par match. L'Espagne, 8,2, une machine de pression, et ça aussi, on l'a vu à chaque match. Bon, mis bout à bout, ça donne une belle équipe de football, et la réalité c'est que ça donne l'équipe de football la plus convaincante de cet Euro, qui a littéralement remporté tous ses matchs, Croatie, Italie, Albanie, Géorgie, Allemagne, tous ces matchs, en étant placés dans ce qui était considéré à la base comme le groupe de la mort. D'ailleurs, il faut dire que c'est un affrontement entre deux équipes qui sortent de groupes très costauds. Ça aussi, c'est pas mal. Mais ouais, en sortant le pays hôte, bien sûr, en quart de finale, l'Allemagne. Non seulement cette Espagne est très forte, mais je trouve qu'il y a un truc assez rare et spécial qu'elle a réussi à faire sur ce tournoi, c'est qu'elle a mis tout le monde d'accord. J'ai vu une d'un quotidien espagnol là, ou d'un article, La España de todos, l'Espagne de tous. Et je trouve que c'est pas si commun en foot qu'une équipe mette tout le monde d'accord. Tous ceux qui ont vu cet Euro 2024, qui l'ont suivi attentivement, qui ont regardé les matchs de l'Espagne, les gars, je crois qu'on peut avoir des points de divergence sur certaines données, certains angles particuliers, mais dans l'ensemble, tout le monde est d'accord que cette Espagne est la meilleure équipe, qu'elle joue le meilleur foot. C'est aussi parce que le reste est pas franchement convaincant. Mais ouais, ils ont mis tout le monde d'accord. Tout le monde s'accorde à dire que cette Espagne est devenue la favorite. Pour moi, elle l'était dès le début. En tout cas, c'était une prétendante très sérieuse. C'est une superbe équipe de foot. Ok. Maintenant, on va pas trop les brosser dans le sens du poil quand même. Maintenant, il y a aussi des lacunes avec cette Espagne. Il n'y a aucune équipe de foot qui est parfaite. Et je vois plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'elle n'est pas tactiquement invulnérable. Par exemple, contre l'Allemagne, et honnêtement ça a été le cas à chaque match, quand leur pression haute est battue, logique, il y a de beaux espaces à aller exploiter dans leur dos. Et le truc c'est que l'Allemagne, par exemple, ici, au bout de cette séquence, on voit ils ont percé. Ils n'avaient pas vraiment le personnel, je trouve, pour leur faire mal. Kaya Vert qui tente de lancer un Niklas Füllkrug en profondeur, c'est pas suffisant, parce que aussi le repli espagnol est plutôt de bonne qualité. Il y a des joueurs qui courent assez vite vers leur but, même un Dani Carvajal qui, au bout de cette action, va réaliser l'interception, mais c'est aussi le cas d'un Marco Correa par exemple, même Rodri. Il se replie pas trop mal, mais il y a des espaces quand même. Il y a des espaces à aller chercher. Cette Allemagne n'était pas vraiment capable d'en profiter, mais par contre, l'équipe de France, ces bleus-là me semblent bien placés pour le faire. Et on verra le système qui sera privilégié. Là, j'ai mis Griezmann out pour l'instant. Je sais pas s'il sera titulaire, on verra. Mais sur le papier, un Kylian Mbappé, un Dembélé qui a fait une bonne entrée contre le Portugal, Kolo Muani, potentiellement pour aller chercher la profondeur. Ça peut manquer un petit peu de qualité technique, d'entente collective, mais si tu veux aller jouer un contre, ces gars-là sont plutôt aptes pour le faire. Donc je trouve qu'on leur pose un problème tactique qui est quand même assez intéressant. Nous, on n'a pas la qualité entre les lignes qu'a l'Allemagne, avec Musiala, Wirtz, Gundo, etc. Mais on a cette arme-là qui pourrait leur faire mal. Je vois aussi un monde dans lequel
le fait que ça nous fournisse comme ça des occasions en attaque rapide, ça peut inhiber un petit peu leur pression et leur hauteur de bloc. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand ta pression a été battue 2-3 fois et qu'à chaque fois c'est gros danger derrière, peut-être tu calmes un petit peu ton ardeur et peut-être que ça pourrait faire déjouer un poil l'Espagne. Peut-être. Ok, donc ça c'est un truc. Ils peuvent être secoués et reculer un petit peu leur ligne. Le deuxième point faible, entre guillemets, de cette Espagne, c'est qu'elle est affaiblie. Ce match contre l'Allemagne a laissé des traces. Non seulement Pedri a été sorti au bout de 6 minutes, blessé par Toni Kroos, et lui, son euro est bel et bien terminé, mais il y a aussi Robin Lenormand et Dani Carvajal qui sont suspendus pour ce match. C'est tout un flanc, tout un côté droit qui va devoir être remanié par De La Fuente. Pedri, à la rigueur, comme on a dit, tu le remplaces par Dani Olmo. Ouais, honnêtement, je trouve que Pedri, son tournoi est un peu sous-coté, parce qu'il a fait des choses vachement intéressantes, juste c'est un peu moins staté, mais honnêtement, il est important pour l'Espagne. Le truc, c'est que Dani Olmo a très très bien pris le relais, a été excellent contre l'Allemagne. Il n'y a pas que son but, sa passe D, il y a eu des mouvements intéressants, même il fait avertir Rudiger, le suspendre, au bout de quelques minutes seulement, pas longtemps après être rentré. Rodri, Fabien Ruiz, Dani Olmo, ça reste très très sérieux. Nacho aussi, par rapport à Lenormand, honnêtement, les matchs où il y a eu Nacho, il n'y a pas grand chose à redire, et Lenormand n'est pas forcément un des meilleurs Espagnols sur cet Euro. Mon petit problème par contre, c'est plus Dani Carvajal, que je trouve immense. Lui aussi, je trouve que son Euro est très sous-coté. Pour moi, si demain on fait le 11 de la compète, il y rentre immédiatement, parce que ce soit la qualité technique, même pour faire face à la pression, où on a eu du jeu Unai Simon, Carvajal, des contrôles orientés à l'intérieur du jeu, la qualité des replis aussi, les centres, il est aussi parfois à la finition, sur corner, même son but contre Dortmund en finale, on a vu des moments où il reprenait des corners de l'Espagne sur la phase de groupe, il finit sur un centre de Lamine Yamal aussi contre la Croatie. Carvajal fait un très très gros Euro, et le remplacer par Jesus Navas, qui a 38 ans, a pas joué le Mondial 2022 avec l'Espagne, a pas joué l'Euro 2021, a pas joué la Coupe du Monde 2018 en Russie, a pas joué l'Euro 2016, a pas joué la Coupe du Monde 2014, son dernier grand tournoi. Bon, il est peut-être un porte-chance, un porte-bonheur pour l'Espagne, c'est l'Euro 2012. Mais voilà, pour moi, là, tu as une vraie perte en qualité par rapport à Dani Carvajal. Donc, je dirais ça. Et enfin, je dirais aussi qu'à chaque fois que l'Espagne a pris un but, ils ont encaissé une petite secousse. Contre la Géorgie, c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 2 fois. Mais contre la Géorgie, par exemple, quand la Géorgie ouvre le score, un peu surprise, là, au bout de 18 minutes, sur ce centre coupé par Robin Lenormand dans son propre but, j'ai vu des petits moments où c'est les seuls moments où l'Espagne, techniquement, a un peu baissé en altitude. Genre Fabien Ruiz, là, il y a cette passe un petit peu classique pour aller trouver Nico Williams le long de ligne. Elle est pas bien ajustée, elle est coupée. Derrière, en plus, il y a une transition. Voilà, on parlait de ces moments où l'Espagne peut souffrir sur ses transitions défensives. Transition offensive de l'adversaire, mais elle en transition défensive. Donc, j'ai vu ça, et j'ai vu sur cette Espagne-Géorgie qu'on avait analysé, bien sûr, Rodri qui doit demander à la demi-heure de jeu, ok, on se calme les gars, on contrôle, on remet notre jeu en place, parce qu'il y a eu un vrai moment de flottement, de turbulence, quoi. Un avion qui prend une petite secousse d'un coup, une petite turbulence, et je me dis que la réponse émotionnelle et mentale de cette Espagne, qu'on attendait de voir, qu'est-ce qui allait se passer quand ils prennent un but. À la fin, bien sûr, ils ont bien réagi, parce qu'ils avaient une supériorité technique et collective qui était tellement supérieure, une supériorité supérieure, mais ils étaient tellement au-dessus de la Géorgie, bien sûr, qu'ils s'en sont sortis. Mais quand même, il y a eu un petit moment, je trouve, de flottement. Le but les a un peu secoués. Et contre l'Allemagne, c'est un poil différent, mais ils reculent énormément sur la dernière demi-heure, trop. Honnêtement, il n'y a aucune équipe qui peut, avec sérénité, reculer autant pendant autant de temps. Et ça leur a coûté le but de l'égalisation, mais j'ai aussi vu en prolongation des moments où ça passe à rien de prendre le 2-1 sur cette frappe de Florian Wirtz. C'est le moment où Nagelsmann se prend la tête entre les mains. Il y a un gros arrêt aussi d'Unai Simon sur la tête de Füllkrug à la fin. Il y a Füllkrug sur le poteau à 1-0. Il y a plusieurs occasions que l'Espagne concède parce qu'il y a la souffrance et il y a quand même des nerfs. Une petite nervosité qui peut arriver dans cette équipe. Malgré leur contrôle sur 80% du temps, je trouve les 20% où ça flotte un peu, ça peut flotter beaucoup et fort. Donc je dirais ça. Et enfin, ouais, il n'y a pas d'équipe parfaite. Cette Espagne, même très très forte, n'est pas parfaite non plus.
ça peut nous donner un petit motif d'espoir. Alors, nous non plus, le truc c'est qu'on n'est pas parfait, on est loin de l'être. Ces Bleus 2024 là, oui, c'est sans doute la version la moins convaincante de l'équipe de France sous Didier Deschamps. En tout cas avec ballon. Il y a peu de séquences qui sont emballantes. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, nos deux stars offensives, font tous les deux des tournois extrêmement décevants, je dirais les pires tournois internationaux de leur carrière, ce qui est quand même dire quelque chose. Et ils ont qu'un seul but au compteur, hein, eux deux, un seul, c'est le penalty de Mbappé contre la Pologne. En 5 matchs, plus de 500 minutes, j'ai les matchs ici, l'équipe de France n'a marqué qu'un seul petit but elle-même, entre guillemets, ce penalty contre la Pologne. Il y a 2 contre son camp dans le lot, donc 3 buts au total. C'est peut-être plus une question de création que de finition. Sur les XG, on a quand même le 4e volume de la compétition. Après, on a joué plus de matchs que d'autres, donc ça aide. Mais même avant, on n'était pas si mal. 8,1 XG, c'est que 2 de moins, 2,2 de moins que l'Espagne. C'est quand même significatif, mais ça va. C'est surtout qu'on a marqué que 3 buts sur ces 8,1 XG. Je vois aussi par exemple le nombre de ballons touchés dans la surface adverse où on est leader du tournoi avec 176. Ça fait pas tout. Je vois un problème sur le fait de les tirs cadrés. Clairement, 86 tirs, le total n'est pas déshonorant. Ça doit être le 4e total de la compète, c'est ça? Juste un derrière le Portugal. Mais par contre, sur les tirs cadrés, 20 sur 86, c'est un ratio horrible. L'Espagne est à 35%, elle, de tirs cadrés. Vous avez le chiffre ici. Nous, on est à 23,3. L'Allemagne, 34,4. Portugal, 28,7. Même les Pays-Bas, qui sont pas ouf non plus, sont à 27. Nous, 23,3. On est parmi les pires équipes de l'Euro sur ce ratio. Et c'est un truc qui nous donne 3,75 tirs cadrés par match seulement, quand une équipe comme l'Espagne, où est-ce qu'ils sont? Ici, sont à 6,56, quasiment le double de tirs cadrés par match par rapport à nous. Ouais, c'est sûr que ça c'est un problème. Donc, il y a des problèmes de création, mais surtout à la finition. Dans le tout dernier geste, je dirais que c'est surtout là qu'on pêche. On a montré quand même qu'on a eu quelques grosses occasions, notamment en phase de groupe. Le face-à-face de Mbappé, Griezmann contre les Pays-Bas, l'action avec Rabiot, quelques autres. Donc ouais, à la finition, il y a vraiment un souci. Maintenant, le maître mot de cette équipe de France, c'est la solidité. Ce qui nous a porté jusqu'ici, c'est qu'on a plusieurs gars qui sont en train de faire le tournoi de leur vie. On a quand même joué. Est-ce qu'on est ici? On a quand même joué Autriche. Cette Autriche de Rangnick qui en a passé 7 derrière. Hein. 3 contre les Pays-Bas, 3 contre la Pologne, 1 contre la Turquie. C'est une des meilleures attaques du tournoi. Les Pays-Bas qui sont quand même en demi-finale d'Euro, ils sont pas si mauvais que ça. La Belgique et le Portugal, on a joué ces 4 nations-là sans prendre le moindre but. Le seul qu'on prend, c'est ce penalty qui doit être retiré en plus de Lewandowski. Bah, ça donne à la fin, je pense que j'ai les chiffres ici, ça donne 4 clean sheets sur 5 matchs. C'est le record de la compète. Ouais, on prend très peu de buts et pas beaucoup d'occasions non plus. Un truc que j'ai répété un petit peu tout au long du tournoi, c'est que notre secteur défensif, on peut rajouter Kanté là-dedans, beaucoup de ces gars-là sont en train de faire le tournoi de leur vie. Et un truc qui m'a un petit peu agacé, peut-être le mot est fort, mais j'ai vu dans les commentaires parfois des gars qui me disent mais comment ils peuvent célébrer contre le Portugal par exemple, comment ils peuvent célébrer comme ça quand on voit cette image alors qu'ils proposent un jeu dégueulasse. Et je dis mais les gars, on se rend pas compte que c'est des individus, il y a plusieurs individus qui composent cette équipe, et le fait que offensivement, ouais, on ait un petit peu de mal à la création aussi à la finition, ça n'empêche pas le fait que Mike Maignan, William Saliba, Jules Koundé, pour citer que ces 3 gars-là, sont en train de vivre le prime de leur carrière. Ils sont en train de faire un tournoi all-time. Si on va jusqu'au bout, ces 3 gars-là, c'est parmi les plus grandes performances défensives de l'histoire de l'équipe de France. Théo Hernandez, Dayot Upamecano, ils sont pas loin de cette catégorie. Je dirais surtout ce trio Maignan, Saliba, Koundé, si on va au bout, ces 3 gars-là, je trouve les 3 gars de notre titre. Je mettrais Dayot, Théo, N'Golo pas trop loin. Avant sa blessure, parfois Rabiot pas trop mal aussi. Tchouaméni, ça va, il a fait le job. Et voilà, défensivement, on est hyper costaud. Et on a des superstars. Juste le truc, c'est qu'elles sont pas devant cette fois-ci. C'est pas les gars d'habitude qui nous font briller. C'est les superstars de derrière, les superstars de l'ombre, qui méritent aussi un petit peu de lumière et qui méritent beaucoup de crédit, je crois.
Donc voilà, le foot, c'est complexe, il y a beaucoup de choses dans un match de foot et dans une performance. Et je pense que c'est une vraie performance défensive. C'est pas parce qu'on est ennuyant qu'on n'est pas performant, c'est juste qu'il y a une partie de l'équipe, une partie de notre construction qui est peu performante, mais l'autre qui l'est énormément. Et ça semble aller de soi parce que tu dis, ok, t'es solide, tu concèdes pas beaucoup de buts, ça veut dire que t'es bon derrière, mais ça vient avec le fait d'être ennuyant, genre un peu les deux côtés d'une même pièce. Mais par exemple, pour moi, c'est très différent de l'Angleterre. Je trouve qu'on est beaucoup comparé à l'Angleterre, et je kiffe mes amis anglais, il n'y a pas de souci. Mais les gars, comme j'ai dit, nous on a joué Autriche, Pays-Bas, Belgique, Portugal. C'est un sacré parcours qu'on est en train de faire. L'Angleterre, ils étaient à un miracle de Jude Bellingham de se faire éliminer en 8ème contre la Slovaquie. Contre la Suisse, je trouve que la Suisse est la meilleure équipe et mérite de passer. Pas énormément, mais pas mal quand même. Ça fait un 0-0 contre la Slovénie. Le match contre la Serbie était catastrophique. Le Danemark, franchement, était sur de nombreuses séquences meilleures que les Anglais. Je trouve que eux, par exemple, ils font pas un grand tournoi défensif. C'est pas parce qu'ils ont peu encaissé de buts et parce qu'ils sont offensivement nuls qu'ils ont fait un grand tournoi défensif. Nous, on fait un grand tournoi défensif. Donc voilà, c'est un petit peu le truc, ce que je dirais de notre équipe de France. Est-ce que ce sera suffisant pour battre l'Espagne et aller en finale, rallier Berlin en 2024 et espérer aller gagner un Euro pour la première fois depuis 2000? Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Les cotes prouvent que c'est extrêmement serré. Comme on a dit, l'Espagne à 2,75, la France à 3,10. Tout est très élevé. Espagne 1,80, France 2,05 pour la qualif. Je pense que le truc, c'est que là où on a un motif d'espoir, c'est qu'on pose un problème inédit à l'Espagne. On l'a dit, cette Espagne qui est amoindrie par les blessures, par les coups, par les suspensions, par le fait d'avoir joué 120 minutes de très très haute intensité contre l'Allemagne, même s'ils ont un jour en plus de récup que nous, ça aide. Mais on leur pose un problème tactique inédit. Je pense que si on bat leur pression, et on a montré qu'on était plutôt contre l'Autriche par exemple, qu'on résistait pas mal à la pression. Je trouve ce match contre l'Autriche, typiquement si on a parlé de ces chiffres-là où l'Autriche et l'Espagne, sur le nombre de possessions remportées dans le dernier tiers, ont pratiqué un football similaire, de très grosse agressivité et intensité dans le dernier tiers. Je pense qu'il y a des petits motifs d'espoir à tirer de cette performance contre l'Autriche, même contre les Pays-Bas. Sortir de la pression, ça va. Et ensuite, pour aller attaquer le dernier tiers, pour aller attaquer la moitié terrain adverse dans le dos, ouais, on leur pose un problème tactique qu'ils n'ont pas vraiment rencontré sur cet Euro. Donc là, peut-être que c'est un petit truc à considérer. À la fin, je vois quand même cette Espagne être supérieure dans trop de compartiments de jeu pour partir sur l'équipe de France. Je pense que c'est du 55-45. Dans mon esprit, c'est 55-45 pour eux. Et je pense sincèrement que cette France ultra solide a ce qu'il faut pour le faire. Mais quand même, le fait d'être supérieur un petit peu partout, et à la fin, on a vu les matchs, et on a vu cette Espagne, je trouve que c'est difficile de partir contre eux. Et ouais. Je pense qu'un match serré, par exemple, peut tourner des deux côtés. En fait, je vois un match où eux l'emportent de pas grand-chose. Je vois un match où nous, on l'emporte de pas grand-chose. Par contre, le truc, c'est que je vois un match où eux l'emportent nettement, et je vois pas un match où nous, on l'emporte nettement. Je vois un match où on prend une leçon de foot, mais je vois pas un match où nous, on donne une leçon de foot et on gagne 2-0, 3-1. Comme ce scénario n'existe pas dans mon esprit, c'est ça à la fin qui me fait pencher pour l'Espagne. Je vois plus de monde, en gros, où eux le font que nous. Donc c'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Mais à la fin, ça me fait pencher en leur faveur. Je vois le parcours de l'Espagne aller, oui, jusqu'à la finale avec une victoire 2,75, la qualification à 1,80. Je vais dire 1-0. Je pense à un score qui colle plutôt bien à nos qualités, à leur qualité. 1-0 pour l'Espagne. Buteur, où est-ce qu'il est? Je vais dire passeur, Lamine Yamal, à 6,50, ce que je trouve assez bien coté. Et buteur, Alvaro Morata, 3,75. Il a eu beaucoup d'occasions, même contre l'Allemagne, il en a une très très grosse, où il est servi dos au but, se retourne, ça passe à pas grand chose. Je trouve que Morata fait un tournoi un peu sous-coté aussi. Et 3,75 pour le 9,
qui est régulièrement abreuvé de centre. Ouais, ça va sans dire que j'espère me tromper, hein, les gars. Bien sûr, j'espère me tromper. Qu'est-ce qu'on a côté buteur français? Mbappé à 3,25 quand même. C'est pas très normal de voir Mbappé à 3,25. Clairement, c'est un signe de son tournoi plus qu'en demi-teinte. Et sinon, un Dembélé qui pourrait être titulaire à 7,25. Franchement, ça peut se tenter parce que j'entends des petits bruits de couloir avec sa très bonne entrée. On a un Barcola, par exemple, dernier buteur. Tu le tentes, c'est quoi, 17 en fin de match. Ça, ce serait beau. Mais ouais, simplement, j'ai vachement hâte de ce match. Il y a des trucs qui m'intéressent, comme par exemple les duels dans les couloirs. Théo Hernandez, Lamine Yamal, Koundé, Nico Williams. Franchement, ça aussi, c'est un peu le feu contre la glace. Koundé, si on va au bout, mais les adversaires qu'il aura eu en face de lui, de beaux clients, hein. Doku en 8ème, le côté Nuno Mendes, Raphaël Leao en quart, et là maintenant Nico Williams face à lui. S'il relève chacun de ces défis, c'est juste immense. Et juste, ça va être un top match de foot. Je suis très content qu'on l'ait. C'est un truc que je voulais depuis le début de la compète, quand on voyait cette Espagne, quand on voyait la France. Je me dis, s'il y a un choc des cultures et des jeux que j'ai envie de voir, c'est celui-ci. Donc on l'a en demi, savourons-le, kiffons au maximum. Et on se retrouve dans pas longtemps hein, pour le débrief. Demain aussi, je pense, on fait un petit point sur Angleterre-Pays-Bas. Et on donnera aussi les dernières infos qui seront sorties aujourd'hui, demain matin, sur ce France-Espagne. Comme ça, on peut se chauffer vraiment quelques heures avant le coup d'envoi. Et ouais, j'espère qu'on le fait. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Donnez-moi votre prono en commentaire. Merci encore pour la force extraordinaire. Le million, c'est fait. Et on compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prenez soin de vous, les potes. Passez une excellente semaine. Et à demain. Bisous.